This podcast is brought to you by HEC Paris. Monsieur le directeur, chers amis, merci d'abord pour cet éloge qui me remplit d'humilité, je dois dire, parce que je ne suis pas sûr de mériter tout ce que vous avez dit. Je vais essayer, très simplement, de débattre avec vous des progrès récents des neurosciences et de remplir en quelque sorte la tâche que vous m'avez assignée de communiquer ce savoir scientifique qui est difficile et qui est néanmoins, je le pense, fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Cet exposé sera par moments, j'en suis sûr, parfois impénétrable et difficile à saisir. J'ai mis des diapositives pour que vous puissiez lire et, en quelque sorte, vous aider à comprendre et à saisir l'importance de ce que je vais vous montrer. Mais nous devons avoir une discussion ensemble à la fin de cet exposé et j'espère que les choses qui n'auront pas été assez claires seront précisées et que, également, certains aspects du contenu de mon exposé pourront être débattus entre nous. Donc je me tiens d'emblée, dès le départ, à votre disposition pour un débat critique qui suivra cet exposé. J'ai choisi comme titre pour une neuroscience de la personne humaine. Et ça peut paraître surprenant parce que la neuroscience s'intéresse au cerveau et il y a une distance entre cerveau et personne humaine. Et dans un premier temps, donc, j'essaierai de définir ce qu'une personne est, et entre autres une personne capable, pour reprendre les termes de Paul Ricoeur. Puis ensuite, progressivement, nous entrerons dans le détail de l'organisation de notre cerveau, de ses bases génétiques et épigénétiques, comme ça a déjà été mentionné par votre directeur. Puis nous aborderons des questions de représentation mentale, d'accès à la conscience, puis je terminerai sur la vie sociale. Voilà un tableau qui est Jésus chez Marthe et Marie par Charles de la Fosse, que vous pouvez voir au musée de Meaux, et qui représente Marthe et Marie au pied de Jésus. Si je l'ai choisi, c'est qu'il nous intéresse dans le contexte des relations interpersonnelles. Seigneur, ça ne fait rien que ma sœur me laisse servir seule, dis-lui de venir m'aider. Et le Christ répond, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. C'est un témoignage d'une communication intentionnelle entre ces trois personnages et qui inclut une représentation du monde, c'est-à-dire que Marthe fait le point sur la situation de la journée et s'est rendu compte que Marie ne l'aidait pas dans son travail. Il y a une reconnaissance de soi par rapport à l'autre, avec une distinction de soi à l'autre, et je pense surtout la recherche d'une reconnaissance mutuelle de la part du Christ et une récompense partagée, c'est-à-dire en quelque sorte que chacun ait sa part de l'attention. Donc une situation intéressante qui nous permet peut-être de définir la personne comme un agent responsable et porteur de valeurs, un individu rationnel et conscient, le propos de Marthe est très clair, qui est engagé dans des relations sociales. Effectivement, nous avons ici trois personnages qui interagissent entre eux, avec chacun une identité personnelle, c'est-à-dire que Marthe fait la différence avec Marie, et un statut social qui, ici,
à peu près équivalent. Donc, nous avons une définition complexe de la personne, et on peut se demander si une neuroscience de la personne capable, telle que je viens de la définir, est un programme de recherche plausible pour les années à venir. Vous pouvez évidemment lire le livre avec Ricoeur et ce dernier ouvrage mentionné par votre directeur sur le vrai, le beau, le bien, pour enrichir le débat. Mais le débat existe. Et d'abord, qu'est-ce que notre cerveau? Eh bien, c'est cet organe que nous avons dans notre crâne et qui a une forme bien définie et qui se compose de cellules nerveuses. Ces cellules, il y en a environ 10 à 30 milliards, il y en a peut-être même plus. Et chaque cellule nerveuse, nous le verrons dans une seconde, est en contact avec environ 10 000 autres cellules nerveuses. Donc en fait, notre cerveau n'est pas simplement une masse de matière grise et de matière blanche, mais c'est avant tout un réseau d'une extrême complexité. Et il y a très approximativement 1 million de milliards de contacts synaptiques, de contacts entre cellules nerveuses, nous voyons ce qu'est une synapse, dans notre cortex cérébral que vous voyez ici, former cette masse blanchâtre. Donc, notre cerveau se constitue de cellules nerveuses, que vous voyez ici à gauche. Je vais prendre ma souris. C'est plus facile d'avoir cette flèche pour vous montrer les choses. Donc ces cellules nerveuses que vous voyez à gauche sont ce qu'on appelle des neurones, d'où le terme l'homme neuronal, publié à l'époque, et se caractérise justement par cette diversité de prolongements qui forment des contacts entre cellules nerveuses ici, que l'on appelle des synapses. Et ici, cette synapse a à peu près la dimension d'une bactérie. Vous voyez ici 1 micromètre, c'est-à-dire 1 millionième de mètre, et c'est à peu près, encore une fois, la taille d'une cellule bactérienne. Mais ce qui est important, c'est que dès le travail de Ramón y Cajal et les données de la microscopie électronique que vous voyez ici l'ont confirmé, il était postulé que ces cellules nerveuses ne sont pas en continuité les unes avec les autres. Le réseau neuronal n'est pas un réseau continu, mais discontinu. Alors ceci pose évidemment un problème très important. Contrairement à un réseau de câbles électriques, peut-être dans cette institution, le fait qu'il y a des discontinuités crée évidemment un problème de communication entre cellules nerveuses. En effet, dans nos nerfs circulent des influx nerveux à une vitesse qui est inférieure à la vitesse du son, influx nerveux qui sont des ondes électriques entièrement réductibles à des transports d'ions à travers la membrane. Et la question qui se trouve posée, c'est que va-t-il se passer lorsque une cellule nerveuse entre en contact avec une autre cellule nerveuse au niveau de la synapse? Eh bien, l'influx nerveux n'est pas propagé et un signal chimique prend le relais du signal électrique. Et dans cet espace, ici, se trouve libérée une substance chimique que l'on appelle un neurotransmetteur. Et je suis sûr que Jacques Glowinski a dû vous en parler déjà. Et il y a donc ici une transmission chimique qui prend le relais de la propagation des signaux électriques. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons pu, par le passé, isoler le récepteur de l'un de ces neurotransmetteurs. Et vous voyez ici la molécule, le récepteur, 5 nanomètres, milliardième de mètre, qui reconnaît l'acétylcholine et la nicotine. Donc on a affaire dans notre cerveau à une machine qui est un réseau
qui est électrique et chimique. Et pour vous souligner l'importance de la transmission chimique, 2 exemples. Si vous voulez dormir, vous prenez un somnifère ou un tranquillisant. C'est une position que je ne vous recommande pas, mais ça peut arriver. Donc vous voyez qu'il y a des cibles chimiques qui contrôlent l'activité de notre cerveau. Et d'autre part, si vous allez vous faire opérer dans un hôpital et qu'on doit vous faire une intervention un peu invasive en coupant la paroi abdominale, eh bien on vous anesthésie. Qu'est-ce que c'est qu'une anesthésie ? C'est un agent chimique qui vous fait perdre conscience. Donc vous voyez qu'il y a des multitudes de cibles chimiques dans notre cerveau qui sont liées à ces composantes élémentaires. Plus intéressant, et je reviendrai encore sur ce point, notre activité cérébrale n'est pas simplement induite par l'interaction avec le monde extérieur. Je reviendrai sur ce point dans une minute. Mais il existe une activité spontanée qui est produite par les cellules nerveuses. Lorsque je vous parle, j'ai dans ma tête des idées. Et j'anticipe ce que je vais vous dire. Eh bien, cette capacité à produire des paroles, des sons, sans en être nécessairement stimulé par vous, sinon votre présence, indique que dans mon cerveau, il y a une activité spontanée. Et quand vous m'écoutez, je vois des yeux qui s'orientent vers moi, et cette orientation de votre regard est liée à cette activité spontanée. Donc, notre cerveau est une machine électrique et chimique qui est capable d'activité spontanée et également, bien entendu, d'une redoutable complexité. Donc, nous avons affaire à une machine qui va être décrite plus en détail dans quelques minutes. Et cela nous amène à une conclusion que Bachelard, c'est le philosophe, avait proposée pour la chimie, c'est que, en ce qui concerne les neurosciences, eh bien, nous avons, dans une certaine forme, même si le mot n'est pas particulièrement apprécié à des sens multiples, mais une certaine forme de matérialisme instruit. Ça veut dire que nous avons à essayer de comprendre les fonctions de notre cerveau à partir de ces composantes élémentaires, sachant bien entendu que ce cerveau, comme nous allons le voir, est en fait en relation avec le monde extérieur. En effet, notre cerveau, d'abord, n'est pas apparu sur Terre un beau jour. Il est issu d'une évolution biologique à partir d'ancêtres qui s'apparentaient à des singes, et vous avez certainement tous suivi les dernières découvertes qui ont été faites, par exemple au niveau des australopithèques, qui ont précédé, il y a quelques millions d'années, l'Homo habilis, qui lui-même a donné, directement ou indirectement, Homo erectus, puis Homo sapiens. Homo sapiens n'est apparu qu'il y a 100 000 ans. Je ne sais pas si vous avez réalisé le peu de générations qui nous séparent d'ancêtres comme Homo habilis ou Homo erectus. Donc il y a eu une évolution génétique qui s'est produite sur quelques millions d'années. Il y a ensuite une autre évolution qui conduit à la construction de notre cerveau, d'abord au cours du développement embryonnaire, que vous voyez représenté ici très succinctement, et ensuite, évidemment, au cours de la mise en place des connexions entre cellules nerveuses. J'ai parlé de ce million de milliards de connexions. Elle ne s'établit pas en une seule étape, comme on construit un ordinateur. Il va y avoir des étapes de développement, et l'interaction avec le monde extérieur, j'anticipe sur ce que je vais vous dire, joue un rôle absolument critique dans la mise en place de cette connectivité adulte. Et puis, il y a la dynamique de la pensée. Évidemment, quand vous recevez le message que j'essaye de vous transmettre, vous pouvez réagir. C'est trop difficile à comprendre, ça ne m'intéresse pas, ou quelquefois, peut-être, il a raison. Donc, il y a dans votre cerveau une dynamique réactionnelle qui va s'établir et vous amener à avoir, je dirais,
une décision ou au moins une représentation d'une décision à venir. Et cette dynamique a lieu dans des délais qui sont de l'ordre de la seconde à quelques dixièmes ou centièmes de seconde. Et puis enfin, il y a une troisième évolution qui est évidemment extrêmement importante, qui est l'évolution sociale et culturelle. Et là, cette évolution va se produire avec la mise en place de mémoires extracérébrales, qui vont être les œuvres d'art, qui vont être les documents que vous avez laissés sur vos ordinateurs ou les ouvrages que vous avez publiés et qui sont conservés dans des bibliothèques. Donc là, ce sont des milliers d'années, mais l'acte créateur, lui, se produit dans des temps dits psychologiques, de l'ordre de la centaine de millisecondes ou de la seconde. Donc vous avez ici plusieurs niveaux de variabilité et donc de sélection qui sont emboîtés les uns dans les autres depuis l'évolution des espèces jusqu'à la dynamique de la pensée, ce qui nous fait dire qu'il peut y avoir un modèle de darwinisme généralisé par variation-sélection à chacun de ces niveaux et un modèle général de fonctionnement de notre cerveau qui est donc entièrement déterminé par ces emboîtements successifs, mais aussi ouvert au monde extérieur par la variabilité qui existe à chacun de ces niveaux vis-à-vis de ce monde extérieur. Je commencerai par la première évolution, qui est celle des gènes. Alors évidemment, vous voyez dans la presse ce garçon et cette fille particulièrement intelligente parce que ces gènes sont là pour déterminer son intelligence. Je suis extrêmement nuancé sur ce genre de propos. En effet, si on regarde le nombre de gènes depuis la levure, la mouche, la souris et l'homme, vous voyez qu'évidemment, le nombre de gènes s'est accru depuis la levure jusqu'à la mouche, mais de la mouche ou du ver jusqu'à la souris, ce n'est pas gigantesque. Et vous pouvez constater que de la souris à l'homme, il n'y a pratiquement pas du changement du nombre de gènes. Je ne sais pas si vous étiez posé la question de savoir si une souris qui n'a quand même pas un cerveau tout à fait semblable à celui de l'homme, si vous êtes posé la question de savoir si une souris avait un génome qui se comparait à celui de l'homme. Eh bien oui, le cerveau de la souris est très proche de celui de l'homme. Le génome de la souris, pardonnez-moi, est très proche du génome de l'homme, même si le nombre de neurones est très différent et si l'organisation de ce cerveau est différente. Donc il y a un paradoxe. Et je pense que ce paradoxe est extrêmement important à comprendre. Je ne vais pas vous apporter une solution, je vais vous poser le problème pour essayer de mettre en correspondance les données de notre génome avec l'organisation de notre cerveau et donc de ses fonctions. Couramment, encore une fois, on emploie toujours « Ah, mais il y a le gène de l'intelligence, il y a le gène du langage, il y a le gène de l'espoir ou de la dépression. » Eh bien, vous voyez déjà d'emblée que cette observation pose un problème. Et pour essayer de la résoudre, on peut évidemment essayer de comprendre comment certains gènes interviennent, par exemple, au niveau de maladies humaines. Alors, en ce qui concerne la taille, la réponse est peut-être qu'il y a un petit nombre de gènes qui interviennent dans la taille. Je l'illustre. Il existe une maladie neurologique qui, chez l'homme, entraîne une réduction considérable de la taille du cerveau. C'est une anomalie génétique relativement peu fréquente, mais où le volume, le poids du cerveau chez le microcéphale est équivalent à celle de l'australopithèque. Cette mutation a été identifiée et on sait qu'elle intervient sur la division des cellules qui vont contribuer à la construction du cerveau.
il y a des divisions cellulaires qui interviennent et certaines de ces divisions sont altérées par la mutation. Donc, il en résulte un déficit dans le nombre de cellules nerveuses présentes dans le cerveau. Alors évidemment, on peut dire tout de suite, il y a une correspondance entre l'accroissement de la taille du cerveau au cours de l'évolution depuis l'Australopithèque jusqu'à l'homme, qui est lié à ce gène. C'est un fait que l'accroissement de taille peut être lié à l'expression de gènes de cette nature. Mais je pense que bien d'autres facteurs interviennent dans la différence du cerveau entre le singe et l'homme. Je vous ai montré tout à l'heure Homo habilis, Homo erectus et Homo sapiens, et vous avez pu voir que la forme générale du cerveau et son organisation changeaient. Et on peut montrer qu'il y a effectivement, au cours de cette évolution du singe à l'homme, non seulement des changements géniques du type de celui que j'ai mentionné, mais d'autres changements géniques, comme des duplications géniques. Et vous voyez que ces duplications géniques, chose très intéressante, sont communes à toutes les ethnies, en rouge asiatique, en vert européen, en bleu africain. Donc ce sont des duplications qui sont propres à l'espèce humaine et qu'on ne retrouve pas ici, comme vous le voyez, chez les grands singes. Donc il y a une évolution génétique modeste qui va changer très légèrement quelques gènes et permettre cette évolution de la complexité du cerveau de l'homme. Évidemment, ce n'est pas une réponse définitive à la question du paradoxe que je viens de vous mentionner. Et c'est pour cette raison qu'on pense que d'autres mécanismes interviennent, qui sont des mécanismes d'expression génique au cours du développement. Et je reviendrai sur cette question dans un autre chapitre. Et ici, le problème que nous avons, c'est, vous voyez par exemple la plaque neurale de la souris chez l'embryon, c'est que cette partie-là en bleu va donner le cortex cérébral et certaines régions, sous-régions de cette partie bleue vont donner une partie du cerveau que je vais illustrer sur le cliché suivant, qui s'appelle le cortex préfrontal. Et l'idée est que certains gènes interviennent dans cette évolution non seulement de la surface et du volume du cerveau, mais aussi de la participation de certains territoires du cortex cérébral à l'organisation de notre cerveau. Et vous voyez une chose, il faut que vous la reteniez dès maintenant, qui est très remarquable, c'est que si vous regardez un singe écureuil, que vous le comparez au chimpanzé et que vous le comparez à l'homme, non seulement il y a un accroissement de taille du cerveau, mais il y a en quelque sorte une invasion du cortex cérébral par cette partie noire qui est le cortex frontal. Nous y reviendrons. D'où l'idée que certains gènes puissent intervenir sur des organisations d'ensemble de notre cerveau et, à partir de variations génétiques modestes, entraîner des changements morphologiques importants. Tout cela pour souligner ce paradoxe que j'ai mentionné tout à l'heure, pratiquement le même nombre de gènes entre la souris et l'homme, mais des différences majeures dans l'expression des gènes au niveau de l'organisation de notre cerveau. Ces changements sont suffisants, néanmoins, pour entraîner des dispositions innées et universelles qui sont propres au nouveau-né humain et qu'on ne retrouvera pas nécessairement chez le singe. Par exemple, la reconnaissance et la sélection du sein chez le nouveau-né, le réflexe palmaire de préhension, la reconnaissance d'un visage humain, les prédispositions au langage, le développement précoce de l'espace conscient, j'y reviendrai, et l'attribution d'intention à autrui qui existe déjà chez le nouveau-né humain. Donc vous voyez que cette évolution génétique, on connaît mal, et j'espère que quelques-uns d'entre vous s'intéresseront à l'évolution du génome qui entraîne ces caractéristiques propres au cerveau de l'homme,
pour essayer de comprendre ce qu'est notre nature humaine. Parce que notre nature humaine est évidemment encadrée par des gènes et elle est différente de celle du singe, dont nous sommes encore très proches. Voilà un problème théorique que j'espère vous prendrez en compte, pour certains d'entre vous, dans des recherches à venir, parce qu'il existe un paradoxe que j'ai souligné de la relation entre gènes et organisation du cerveau qui est encore très incomplètement résolue. Donc, il va y avoir une première évolution d'origine biologique de notre cerveau, mais aussi de nos contenus mentaux, de ce que nous avons dans notre tête. Et bien entendu, certains d'entre eux vont être universels. Et si vous y réfléchissez tant soit peu, vous vous direz, mais après tout, il y a bien des constantes universelles d'un individu à l'autre à travers notre planète, et ces constantes sont propres à l'espèce humaine, d'où l'espoir d'avoir quand même des modes de régulation qui soient universellement acceptés par tous les représentants de l'espèce humaine. Il y a aussi quelques variabilités génétiques, bien entendu, qui interviennent, comme des prédispositions à la maladie. Mais dans l'ensemble, ce que je voudrais dire, c'est que du fait même de l'existence de déterminants génétiques, il y a une certaine forme d'universalité qui apparaît au niveau du cerveau de l'espèce humaine. Mais j'ai mentionné tout à l'heure un problème propre aussi au développement du cerveau de l'homme lui-même, c'est la durée de ce développement. Le cerveau de l'homme se développe en environ 15 ans, et comme vous pouvez le voir, la taille du cerveau change considérablement du nouveau-né à l'adulte. Il y a environ un accroissement de 5 fois de la taille du cerveau du nouveau-né jusqu'à l'adulte. Et évidemment, au cours de ce développement, vous voyez l'accroissement de la complexité des arborisations des cellules nerveuses qui constituent notre cerveau. Ici, 3 exemples. Le cortex cérébral chez un enfant de 3 mois, de 15 mois, de 24 mois. Donc, notre cerveau se construit progressivement, et ça c'est un de ces traits, je reviendrai dessus, les plus caractéristiques du développement du cerveau de l'homme, au cours du développement postnatal. Et il dure environ 15 ans, jusqu'à la puberté. Peut-être que quelques-uns d'entre vous n'ont pas fait cette remarque, mais si l'Homo sapiens vivait à peu près 30 ans lorsqu'il est apparu en Afrique, l'Homo sapiens a été sélectionné pour passer la moitié de sa vie à construire son cerveau. Donc vous voyez que nous sommes une espèce qui a été sélectionnée au cours de l'évolution avec comme production fondamentale faire un cerveau plus performant que celui de ses prédécesseurs. Alors, la thèse que j'ai développée avec Philippe Courrèges et Antoine Janson il y a bien des années, c'est qu'en fait, au cours de la mise en place de ces connexions de notre cerveau dans son ensemble, des phénomènes de sélection avaient lieu et que, par exemple, lorsqu'on essaye de mettre en correspondance un ensemble de neurones qui donnent ces axones ici, et qui entrent en contact avec une cible qui est cette population de cellules nerveuses, eh bien cette évolution se fait en plusieurs étapes, croissance, ensuite une sorte d'exubérance connexionnelle transitoire et une sélection de certaines connexions qui sont stabilisées et d'autres éliminées. C'est ce que j'ai appelé la stabilisation sélective des synapses. Évidemment, ce sont des étapes élémentaires qui se trouvent emboîtées les unes dans les autres au cours du développement
qui suit la naissance, et même déjà avant la naissance. Alors évidemment, cela permet, comme vous le voyez tout de suite, une régulation par l'activité du système en développement. D'abord, activité spontanée, dont j'ai déjà parlé, mais aussi interaction avec le monde extérieur qui va changer l'activité du réseau en développement et participer à la sélection de synapses. Donc ça veut dire que nous avons dans notre cerveau un système qui va, en quelque sorte, recevoir l'empreinte du monde extérieur. Ça, c'est très important pour tous ceux qui vont s'intéresser aux questions d'éducation et aussi, bien entendu, aux questions d'empreinte du monde extérieur sur le cerveau, éventuellement de l'acheteur. Et l'idée étant, bien entendu, que cette empreinte va se produire à certaines étapes sensibles du développement et va se manifester par un changement de la connectivité cérébrale. Vous voyez ici le cas de l'homme, dont le développement est, ça c'est une coordonnée logarithmique, dont le développement est beaucoup plus prolongé que celui du rat, du chat ou du macaque. Et vous voyez aussi comment se manifeste l'évolution de la connectivité de la totalité des synapses du cerveau. Et vous voyez que cette élimination synaptique, ici, qui a lieu lors de la sélection, va même se manifester par une chute globale de l'enveloppe du nombre de connexions qui se trouvent produites au cours du développement qui suit la naissance. D'où l'idée que j'avais proposée dans l'homme neuronal, qui a parfois choqué: apprendre, c'est éliminer. Alors, évidemment, comme vous voyez ici, l'apprentissage va se manifester par une sélection de connexions et une élimination d'autres connexions, bien que, évidemment, au total, il va y avoir toute une série d'étapes emboîtées et que, évidemment, le cerveau va continuer à exister, il ne va pas disparaître à la suite de cette sélection. Donc, des données expérimentales vont à l'appui de cette thèse, et vous voyez ici, par exemple, que si on paralyse un système, ici le système visuel en développement, eh bien, vous avez plus de connexions lorsqu'il y a paralysie par cette toxine qui s'appelle la tétrodotoxine que dans le cas du développement actif. Donc, il y a bien une élimination de synapses au cours du développement. Et ce qui se passe à la suite de cela, c'est une chose à laquelle peut-être vous n'avez pas suffisamment réfléchi, enfin en tout cas peut-être que vous avez déjà pensé, c'est qu'en fait, en dépit de cette universalité génétique propre au cerveau de l'homme, il existe une variabilité individuelle considérable. Et cette variabilité est liée au processus de sélection, en grande partie à ça, que je vous ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au cours de ce développement, on peut démontrer, c'est un théorème mathématique, que le même message peut stabiliser des distributions de connexions différentes, mais présentant le même rapport entrée-sortie. C'est-à-dire que certains d'entre vous je sais qu'il y en a une proportion dans cet éditoire, dont les aires du langage sont localisées à droite. Moi, je ne sais pas où elles sont. Mais il est clair qu'une large fraction d'entre vous a ces aires localisées à gauche. Mais je suis incapable de dire quels sont ceux qui sont localisés à droite et ceux qui sont localisés à gauche. Et cela pour dire que, en fait, en dépit de cette universalité des grands traits du cerveau de l'homme, il existe une variabilité connexionnelle et que cette variabilité connexionnelle peut néanmoins, pas toujours, donner lieu à des cerveaux qui ont des fonctions similaires. C'est un point très important en ce qui concerne la compréhension du cerveau de l'homme. Autre agent responsable de la variabilité synaptique, bien entendu, l'interaction avec le monde extérieur, comme j'ai essayé de le dire. Et l'homme a inventé l'écriture il n'y a pas si longtemps,
là, pour la grotte Chauvet, on voit ces premiers ensembles de taches, environ 30 000 ans, et les premiers pictogrammes du Moyen-Orient vers 3 000 ans. Donc c'est une invention récente. C'est-à-dire que notre cerveau n'a pas été construit génétiquement pour pouvoir écrire et lire. Mais il existe ces phénomènes d'épigénèse dont j'ai parlé tout à l'heure qui permettent l'empreinte de l'écriture et de la lecture. Et ce qui est très intéressant, c'est que le neurologue Dejerine, dès les années 1900, a trouvé des situations où certaines lésions, et vous en voyez une ici, exactement là, des faisceaux nerveux dans le cerveau qui relient ici l'œil au cortex visuel, cette lésion est capable de donner une perte de la vision, alors que l'écriture est toujours perçue. C'est-à-dire que le sujet ne sait plus lire, mais sait toujours écrire. Donc il existe dans notre cerveau des circuits spécialisés dans la lecture et dans l'écriture. Et c'est ce que l'on appelle des réseaux acquis par l'expérience vis-à-vis du monde extérieur, entre autres par l'expérience culturelle. Et vous voyez ici des images cérébrales de cerveaux d'individus illettrés, ici, par rapport à celui d'individus qui ont appris à lire et à écrire. Et vous voyez la différence significative qui se passe ici, entre autres au niveau du cortex préfrontal. Et vous vous rappelez que j'ai beaucoup insisté sur cette évolution du cortex préfrontal. Vous avez là un exemple où c'est la région pariéto-occipitale. Et en fait, ce travail récent, peu importe le détail, de Stanislas Dehaene et de ses collaborateurs montre qu'il y a une réorganisation assez importante de l'ensemble de la connectivité cérébrale à la suite de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Donc vous voyez l'importance capitale de la relation de l'enfant avec le monde extérieur, puisque cette relation va en fait lui permettre de construire un cerveau plus complexe en quelque sorte que ce que ses gènes lui permettaient de construire. Donc il y a à la fois dans notre cerveau l'universalité génétique de ce qui est propre à l'espèce humaine et en même temps cette variabilité liée en quelque sorte à l'expérience culturelle de la langue parlée écrite, mais aussi évidemment le contexte social, socio-économique, et vous devez tous avoir en tête le fait que c'est dans ce contexte socio-économique que les enfants s'élèvent, s'éduquent, se développent, et que leur responsabilité, au fond, n'est pas engagée, c'est celle de la famille, c'est celle de l'école, c'est celle, en quelque sorte, de la République, et que ces traces sont très peu réversibles. Et vous le savez par expérience, une fois qu'on a appris la langue maternelle, il est bien difficile, après la puberté, d'apprendre un second langage, bien qu'on puisse l'apprendre, bien entendu. Alors, il va de soi que ce genre de processus peut être altéré par la maladie, et entre autres dans la schizophrénie. Et l'idée est qu'au cours de cette maladie, très précocement, à la suite de prédispositions génétiques, le malade n'arrive pas à faire évoluer ses synapses corticales de la même manière qu'un sujet qui n'est pas atteint de la maladie, et que la schizophrénie donc implique une perturbation du développement de la connectivité qui se produit très précocement. Même chose pour la dyslexie. Donc vous voyez
l'importance de ce savoir neurobiologique pour la prise en charge, à la fois des enfants au cours de l'éducation, à la fois à l'occasion de certains de leurs déficits, je pense aussi à l'autisme, et bien entendu la schizophrénie. Et peut-être que nous ne savons pas, et je pense que c'est vrai, nous ne le savons pas, comment prendre en charge très précocement des enfants qui sont atteints de ces maladies. Alors je voulais terminer cette partie-là en disant que notre cerveau est susceptible de se construire de manière épigénétique dans la relation du jeune en développement avec son environnement physique, social et culturel, de recevoir en quelque sorte une empreinte culturelle qui est faiblement réversible, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est acquise, elle reste, et que la personne capable, je reviens à la personne humaine, en tant qu'individu, va acquérir son identité personnelle, évidemment son statut social au cours de cette période de développement. Évidemment, il reste une marge de variabilité, nous allons l'aborder dans une minute, mais vous voyez à quel point ces étapes de développement sont importantes dans la mise en place de notre cerveau et dans la mise en place, évidemment, de notre tempérament, de notre caractère, de nos connaissances, de nos relations au monde et de nos relations interpersonnelles, comme je vais vous en parler dans une minute. Il y a évidemment les émotions. Alors j'en parlerai sous un angle très particulier, comme vous allez le voir, qui ne résout pas l'ensemble du problème, mais qui porte sur l'apprentissage de l'adulte essentiellement, mais aussi de l'enfant en développement. C'est cette activité spontanée dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est due à des oscillateurs moléculaires qui se trouvent dans la paroi de nos neurones. Et vous voyez ici cette activité spontanée qui va se manifester par ces impulsions électriques qui apparaissent ici, le travail de Stengrimner sur la lamproie. Mais aussi, dans notre cerveau, vous voyez ici en couleur ces divers modes d'activité spontanée qui existent dans notre cerveau. Et je vous ai mentionné déjà tout à l'heure l'orientation de votre regard, l'écoute que vous pouvez avoir de ce que je vous dis, etc., etc. Alors la question qui se pose, c'est évidemment comment modéliser cette capacité de réagir au monde extérieur. Et l'idée que je voudrais proposer ici, c'est qu'en fait, ces systèmes de récompense, donc, qui interviennent pour partie dans ce que l'on appelle les émotions, qui interviennent dans la sélection de représentations que nous pouvons avoir dans notre cerveau. L'idée est simple, l'activité spontanée. Il y a des assemblées de neurones qui se forment, et certaines de ces assemblées correspondent à une action sur le monde. J'accepte de faire quelque chose, ou je vais vers quelque chose. Et il faut évidemment, à certains moments, qu'il y ait une sorte de réponse du monde extérieur qui vous décide, oui, je vais aller dans cette direction ou aller dans celle-là. Eh bien, le modèle qui est proposé ici, c'est que ces systèmes de récompense vont permettre le choix entre, par exemple, ici, 3 représentations différentes qui vont être évoquées alternativement et que l'organisme va tenter sur le monde extérieur, va projeter sur le monde extérieur. D'où l'idée qu'il puisse y avoir, en quelque sorte, via ces systèmes de récompense, une contribution aux décisions que nous prenons et à nos contenus mentaux. C'est juste une illustration de ce fait, car les données, évidemment, ne sont pas très faciles à obtenir et on est obligé de s'en tenir à des modèles. Ici, un modèle chez le rat. Le propos de cette modélisation étant de montrer que c'est possible
d'arriver à la sélection d'une représentation mentale par un système de récompense. Et le résultat est que on peut aller rechercher dans le cerveau ici de deux individus différents la trace de ce qui signifie maison, visage, ou ici une chaise. Et vous voyez la chose la plus étonnante qui soit, c'est un des progrès récents de la neuroscience, qu'on reconnaît dans le cerveau des traces propres à la maison, au visage, à la chaise. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de la variabilité épigénétique. Eh bien, vous voyez que d'un sujet à l'autre, ici, ce n'est pas exactement au même endroit, là non plus, et là encore moins. Donc, il faut se dire que quand vous pensez maison, quand vous pensez visage ou quand vous pensez chaise, il y a des traces neuronales d'abord dans votre cerveau, et qu'ensuite, ces traces, même si le mot maison, visage ou chaise, vous les comprenez tous de la même manière, peut être stocké dans votre cerveau en des territoires qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, nous construisons dans notre cerveau des représentations du monde à partir de nos données génétiques et épigénétiques, et par-dessus tout ça, évidemment, cette variabilité qui se produit dans l'activité des communications entre neurones. Et vous voyez tout de suite que vous faites une différence ici entre le visage vu et le visage imaginé. C'est-à-dire que vous fermez les yeux et vous imaginez un visage. Et ce qui est étonnant, et je vais y arriver dans une seconde, c'est que ce qui est imaginé n'est pas distribué dans le cerveau exactement à l'endroit où il est vu, mais mobilise le cortex préfrontal à nouveau. Donc, nous avons des topologies neurales qui peuvent être différentes pour les représentations perçues et imaginées. Donc, pour ce chapitre, au darwinisme génétique, au darwinisme des synapses, on peut parler maintenant d'un darwinisme mental, de sélection de représentations neuronales dans des temps psychologiques qui permettent d'avoir cette diversité des représentations du monde, non seulement des objets, mais aussi, bien entendu, comme je le dirai dans une minute, des états mentaux d'autrui et d'intervenir dans la communication sociale. Alors j'arrive à l'accès à la conscience, qui évidemment commence à vous intéresser beaucoup plus dans le cadre du marketing. Ici, il n'y a rien à vendre, mais un visage qui est peint par Salvador Dali et qui s'intitule « L'image disparaît ». Alors certains d'entre vous ont tout de suite vu une représentation d'un visage masculin. Oui ou non? Quels sont ceux qui voient un homme avec une moustache? Bon, maintenant vous pouvez penser aussi qu'il y a une femme avec une tête, ici, et un bras, et une robe, et des seins. Vous ne l'aviez pas vu? Eh bien, il faut vous dire que c'est un exemple très classique d'accès à la conscience où vous avez une ambiguïté. Je pense qu'il vaut mieux éviter, si vous êtes en train de vendre une marchandise particulière, il vaut mieux éviter ce genre d'ambiguïté, mais au contraire, pour l'échange entre personnes, être sûr de quoi on parle. Donc vous voyez ici qu'il y a un problème d'accès à la conscience et qu'au fond, il y a un accès de tout ou rien, ou bien au visage masculin,
ou bien au corps féminin. Deux représentations alternantes, et vous d'ailleurs pouvez le voir vous-même, faire fonctionner dans votre cerveau cette alternance de représentation et cette alternance de signification. C'est-à-dire qu'il y a un accès à la conscience qui intervient et qui est différent dans un cas et dans l'autre. Et l'idée est qu'on peut définir la conscience comme un phénomène réel, naturel et biologique, littéralement localisé dans le cerveau. Et je cite ici un philosophe, non pas français bien sûr, mais finlandais, Revonsuo. Donc c'est un espace de simulation d'action virtuelle où on évalue les buts, les intentions, les programmes d'action en référence avec l'interaction avec le monde extérieur, les dispositions innées et épigénétiques, j'ajoute, le soi et l'histoire individuelle, les normes morales et les conventions sociales internalisées. Et vous avez ici une définition de la conscience qui est très proche de celle du philosophe Ricoeur, un espace de délibération pour les expériences des pensées où le jugement moral s'exerce sur le mode hypothétique. Donc le biologiste rencontre le moraliste. Alors, comment aborder les bases neurales de la conscience? Alors ça, c'est évidemment un problème difficile. L'idée que nous avons eue, Stanislas Dehaene et moi, c'est de se dire que s'il y a une représentation globale qui se produit dans notre cerveau, comme par exemple en ce moment, j'espère que certains d'entre vous sont encore conscients, tous n'ont pas sombré dans le sommeil, et étant conscients, vous êtes capable à la fois de voir, d'entendre et de comprendre. Donc tout ça est mis ensemble dans un même espace de travail conscient. Et un espace de travail conscient global, puisque la vision et l'audition, ainsi que la mémoire à long terme, sont mis en correspondance les uns avec les autres. D'où l'idée qu'il existe des cellules nerveuses qui interviennent dans cette globalisation. Et ces cellules nerveuses vont se caractériser par des axones très longs qui vont ici, par exemple, mettre en correspondance le cortex préfrontal avec le cortex visuel qui se trouve à la partie occipitale de notre cerveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Dejerine, que j'ai déjà mentionné, avait proposé l'existence ensemble de fibres, de faisceaux de substances blanches à longue distance que vous voyez ici représentés sur cette image. L'autre aspect qui est intéressant pour nous, c'est que ces cellules nerveuses à axones longs vont être présentes dans une partie du cortex, ici de type 2, c'est le travail de von Economo, où, vous voyez ici, ces neurones pyramidaux particuliers sont présents à une très forte densité. Or, si on regarde où se trouve ce cortex de type 2, ben vous voyez qu'il est présent essentiellement où ? Dans le cortex préfrontal, une fois de plus, et aussi dans ce cortex pariéto-temporal ou singulaire qui, lui, intervient, entre autres, dans les émotions. D'où l'idée que, en fait, nous avons dans notre cerveau des réseaux qui interviennent dans l'accès à la conscience. Et voilà un exemple de cette connectivité qui est bien plus rudimentaire chez le singe, mais qui existe déjà dans une certaine mesure chez le singe. Donc un réseau à longue distance intervenant dans l'interconnectivité entre territoires cérébraux. Vous avez ici une très belle image de RMN de diffusion qui a été obtenue à Neurospin, ici, à Saclay. D'autre part, si vous regardez l'évolution de la connectivité à longue distance, c'est-à-dire de la substance blanche, du rat à l'homme, on a toujours tendance à dire « Ah, mais c'est la matière grise qui va caractériser l'intelligence. » Eh bien, bon, l'homme est quand même plus intelligent que le rat, et toute proportion regardée, il a beaucoup plus de substance blanche par rapport à la substance grise que le rat.
Et voilà en rouge l'accroissement formidable de la connectivité à longue distance qui a lieu des insectivores aux singes à l'Homo sapiens. Donc il y a une sorte de développement foudroyant de la connectivité à longue distance qui va caractériser le cerveau de l'homme et qui, selon notre hypothèse, correspond au développement de cet espace de travail neuronal conscient. Et l'idée étant que nous avons dans notre cerveau ce que l'on appelle des processeurs visuels, auditifs, moteurs, d'évaluation, et qui sont automatiques et non conscients. Donc, je ne sous-estime pas l'importance du non conscient. Il est majeur dans le fonctionnement de notre cerveau. Mais ce qui est important, c'est que ce travail non conscient va être capturé et retravaillé grâce à l'activité spontanée de cet espace conscient pour donner des signaux qui correspondent à l'expérience subjective consciente du sujet et à ses programmes d'action sur le monde. Je pense que nous accédons maintenant à une neuroscience de la conscience. Non seulement une neuroscience de la conscience, mais une neuroscience comparée du conscient et du non-conscient. Alors voilà une petite expérience qui peut être faite par chacun d'entre vous. On présente au sujet un certain nombre de diapositives avec ici un mot écrit. Vous voyez, la durée d'exposition est très brève, 30 millisecondes. Et ici, dans cette expérience, le mot « lion » est séparé par des espaces vides, alors que là, le mot « note » est encadré par ces figures géométriques que l'on appelle des masques. Maintenant, on demande au sujet « Est-ce que tu as vu quelque chose ?» dans la partie gauche, là. Il dit « Oui, j'ai vu lion ». On lui demande, dans la condition de droite, où il y a ces masques, « Est-ce que vous avez vu quelque chose ?» Rien du tout. Par contre, si on lui demande ensuite de faire un choix, son cerveau a été conditionné par le mot « note ». Vous voyez tout de suite le marketing qui approche. Et en ayant vu le mot « note », il est capable, ayant effectué ce travail non conscient, de faire un choix qui est biaisé par l'exposition au mot « note ». Donc ici, on a une condition consciente, non consciente. Et si vous regardez les aires d'activation dans notre cerveau consécutives à l'expérience consciente à gauche et non consciente à droite, vous voyez tout de suite que les territoires dans notre cerveau sont très différents. Les territoires activés ici dans l'expérience consciente, à nouveau, pardonnez-moi de répéter toujours la même chose, mais c'est important parce que ça insiste sur l'importance de ce développement du cortex préfrontal. Vous voyez évidemment que c'est au niveau du cortex préfrontal que se trouve la différence la plus importante avec le cas du travail non conscient. Il y a donc la possibilité de réaliser ce que j'appellerais une physique des contenus mentaux conscients et non conscients. Donc je peux éventuellement vérifier, si j'avais l'appareil avec moi, alors que vous m'écoutez, si vous êtes parfaitement conscient ou non conscient de ce que je suis en train de vous raconter. Et on peut aller plus loin. On peut même suivre, et ça c'est le travail de Stanislas Dehaene, comme le précédent, qui travaille à Neurospin. Vous pouvez même suivre ce qui se passe au niveau du cortex frontal et au niveau du cortex, par exemple, temporal, ici, en utilisant des méthodes d'électroencéphalographie, par exemple, ou de magnétoencéphalographie. Bien, vous voyez une chose qui est très remarquable, c'est que lorsqu'il y a travail conscient, c'est que les essais sont vus, en rouge, vous avez une onde qui apparaît à partir de 200 à 300 millisecondes et qui est relativement lente
qui atteint donc un pic à environ 400 millisecondes, et que l'on voit essentiellement au niveau du cortex préfrontal et pas au niveau du cortex temporal. Donc, on peut non seulement suivre la topologie de l'activité consciente, mais aussi d'en suivre la dynamique. Et cette dynamique est évidemment extrêmement intéressante à suivre, puisqu'elle est dans domaines de temps qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas si rapides que ça, puisque c'est de l'ordre du tiers ou de la moitié d'une seconde. Il y a bien entendu des pathologies de représentation consciente, et entre autres la conscience de soi. Les drogues interfèrent précisément avec la conscience de soi et donnent des hallucinations pour certaines d'entre elles. Il existe des altérations de la représentation d'autrui, où le patient avec le syndrome de Cava croit qu'un parent ou un proche a été remplacé par un double. Donc c'est une espèce d'illusion sur l'identité de la personne rencontrée par le patient. Et puis, il y a des altérations de la représentation du corps, avec ce déni de paralysie de certains hémiplégiques droits, qui, bien qu'étant totalement paralysés à gauche, nient avoir une paralysie. Ils sont non conscients. On arrive à certains types de syndromes dont on a beaucoup parlé dans les médias, qui est l'anosognosie. Vous savez pourquoi. Et effectivement, c'est un syndrome d'une altération de la perception du soi et de sa mémoire de soi. Donc, il existe des bases neurales du traitement conscient et non conscient, de la planification et de la sélection des buts, et des tests de cohérence interne, des connaissances, du raisonnement. J'étais très superficiel, pardonnez-moi, mais je voulais simplement avec vous évoquer des expériences qui illustraient toute cette recherche qui est actuellement en cours. Et on conçoit qu'on puisse avoir, dans les années à venir, une neuroscience de l'individu rationnel et conscient et de son identité personnelle. Nous savons déjà qu'il existe des déficits neuropsychiatriques qui altèrent cette conscience de soi, mais évidemment, on est encore loin de la comprendre complètement. Et je terminerai, dans les quelques minutes qui suivent, sur l'interaction sociale et ce que Paul Ricoeur appelait soi-même comme un autre. Vous avez tous vu ce très beau tableau au Louvre du tricheur à l'as de carreau de Georges de la Tour, où ce jeune homme très riche qui joue aux cartes, évidemment, se laisse gruger par ses trois partenaires qui sont en contact les uns avec les autres et de connivence, de telle sorte qu'il ne se rend pas compte que ces trois-là sont en train de le voler. Bon, il y a donc dans ce tableau, d'une part, la représentation d'autrui comme soi-même, ou comme un autre soi-même dans cet échange de regards. Ici, il y a connivence, et là, différence. Donc, il existe des modalités de représentation des états mentaux d'autrui qui constituent une capacité qui est appelée capacité d'attribution et qui est une disposition innée à se mettre à la place d'autrui sans nécessairement, évidemment, partager ses émotions. Je pense que c'est une notion très importante. On peut se mettre à la place d'autrui, pas nécessairement pour son bien. On peut se mettre à la place d'autrui pour lui faire avaler des médicaments qui vont le démolir plutôt que le soigner, etc., etc. Je ne fais pas l'analyse de tout ce qui est possible de faire dans ces conditions. Et on peut, par exemple, faire une expérience parmi beaucoup d'autres où le sujet est soumis à un choc électrique et donc reçoit un certain nombre de signaux
douloureux qui sont évidemment transmis au cerveau. Et vous voyez ici le cerveau dans ce cas. Et dans d'autres circonstances, le sujet est placé dans des conditions où il voit autrui, quelqu'un d'autre, pour qui il a du respect, qui est soumis au même choc électrique et à la même douleur appliquée. Et lorsqu'on compare les deux, on trouve qu'il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire que la douleur auquel on fait soumettre une autre personne active des réseaux dans le cerveau du spectateur qui sont très proches de celui qui a vécu la souffrance elle-même. Donc, il y a une coïncidence, pas complète, entre le représenté et le perçu. Donc, il existe des bases neurales de la capacité à se représenter les états mentaux d'autrui. Maintenant, il est évident que si on construisait une société fondée strictement sur ces mécanismes, je ne sais pas jusqu'où nous irions. Fort heureusement, il existe, je dirais, des mécanismes de contrôle. Je ne parle pas ici de la libre entreprise, mais bon, c'est à vous de réfléchir sur cette question. En effet, il existe un autre système présent dans notre cerveau qui a été appelé par Konrad Lorenz inhibiteur de violence et qu'on trouve déjà chez l'animal. Lorsque le sujet perçoit des signes de souffrance chez la personne qui fait souffrir, j'en ai parlé dans l'expérience précédente, il va s'arrêter de la faire souffrir. Pareil, un réflexe naturel pour vous tous, j'espère. Eh bien, c'est le cas évidemment, ça s'est pris chez Darwin, de l'enfant qui montre des cris de détresse, des pleurs, qui arrêtent la violence de l'agresseur. Il y a donc des dispositions innées pour faire arrêter la violence à laquelle on peut être soumis. Et il existe certains troubles à l'appui de cette thèse pour lesquels justement ce système d'inhibition de violence est altéré. C'est ce qu'on appelle la sociopathie. C'est un trouble mental, peut-être, qui est à la fois, semble-t-il, d'origine génétique et aussi épigénétique, où on rencontre des personnalités qui ont une violence physique vis-à-vis d'autrui sans limite et qui ont une capacité d'attribution préservée, c'est-à-dire qu'ils se représentent parfaitement autrui, mais ils n'inhibent pas leur violence sur autrui. On en voit souvent d'évoqués dans la presse, et il s'agit d'une situation pathologique, encore une fois, et qui correspond à des altérations des cortex préfrontal, encore une fois, pariétal, mais aussi limbique, qui est le système qui intervient dans les émotions. Donc, il existe des situations où on peut démontrer qu'il y a effectivement en nous un inhibiteur de violence et que cette inhibition de violence peut être altérée. Et je pense que ça nous donne une autre perspective qui n'est pas simplement celle de la représentation des états mentaux d'autrui, mais aussi ce que l'on appelle la sympathie, c'est-à-dire faire en sorte que autrui puisse ne pas être soumis aux souffrances que nous-mêmes nous rejetons. Donc, et je terminerai par ça, il est évident que le cas de sociopathie active existe, mais que dans la vie courante, nous sommes soumis en permanence à des situations où des conflits peuvent exister entre la représentation que nous faisons d'autrui et ce que
nous percevons nous-mêmes des conduites d'autrui. D'où la nécessité de règles de conduite, qui sont des règles que l'on peut considérer pour un certain nombre d'entre elles éthiques, en quelque sorte, dans la conduite que nous pouvons avoir vis-à-vis d'autrui. Et on a commencé à étudier les bases neurales de ces règles de conduite. Et il s'agit, là encore, une fois, de systèmes qui font intervenir l'espace de travail conscient comme vous vous y attendez. Donc, il n'est pas impossible d'envisager une contribution de certains systèmes de neurones dans notre cerveau, une contribution à la normativité éthique et je dirais, au style personnel de chaque individu, qui vont bien entendu être acquises par l'éducation et l'expérience et qui ont, je dirais, conduit les hommes à établir des règles de conduite universelles, qui sont malheureusement souvent oubliées, et qui ont été enregistrées dans la Déclaration des droits de l'homme et aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 par Eleanor Roosevelt et un Français, René Cassin. Donc, nous aboutissons maintenant à ce que Ricoeur proposait en conclusion, cette demande de reconnaissance. Et nous sommes encore loin de l'avoir comprise sur le plan neuronal. Mais pour conclure, je dirais que nous approchons quand même une définition neuronale en quelque sorte de la personne, agent responsable et porteur de valeurs, d'individu rationnel et conscient, engagé dans des relations sociales, avec identité personnelle et statut social, qui est la définition que je vous donnais au début, avec des dispositions innées propres à l'espèce, d'empathie et de sympathie, mais aussi des différences individuelles épigénétiques acquises et des conventions sociales élaborées par le groupe social. Et je terminerai par cette phrase qui définit en quelque sorte la visée éthique, la recherche d'une reconnaissance mutuelle, une vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, vous pouvez poser des questions. Vous avez toute liberté. Pour peut-être qu'il y a un micro. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous parliez de la sociopathie. Oui. Mais si un serial killer est diagnostiqué comme sociopathe, peut-on vraiment considérer qu'il est responsable de ses actes ? C'est une excellente question. C'est pour cette raison que les implications de la connaissance sur le cerveau de l'homme au niveau juridique sont considérables. Alors, il y a à la fois une question, je dirais, éthique, et puis il y a une question un peu plus technique. Sur le plan éthique, quand vous regardez les couloirs de la mort aux États-Unis, qui s'y trouvent, d'abord une majorité de Noirs, bien entendu, qui se trouvent dans des situations sociales évidemment très défavorisées. Et l'autre aspect qui est plus grave, c'est que beaucoup d'entre eux sont atteints de troubles mentaux. Donc, je pense que c'est un problème juridique très important. Il n'y a pas d'ailleurs qu'aux États-Unis que ça se pose, en France aussi, et bien entendu, bien que la situation, je pense, n'est pas la même, puisque la peine de mort, fort heureusement, a été abolie. Mais il est évident que ça pose
la notion de responsabilité des actes, entre autres des actes dits criminels. Et peut-être qu'un sociopathe, au lieu d'être mis dans une prison enfermé entre quatre murs froids et privé de tout contact avec le monde extérieur, pourrait bénéficier d'un environnement plus adapté à son trouble mental. C'est un problème qui est ouvert. Je pense que le cas de la sociopathie est très difficile parce que, évidemment, le système juridique a aussi à prendre en compte la sécurité du citoyen et qu'un sociopathe peut être extrêmement dangereux. D'ailleurs, souvent, ce qu'on appelle les serial killers sont des sociopathes et que c'est aussi un devoir du système judiciaire d'empêcher les sociopathes, entre guillemets, de nuire. Donc vous voyez comment se pose le problème. Il est très difficile à résoudre, mais c'est une donnée du problème. L'aspect technique sur lequel je suis très hésitant, c'est évidemment, ça se développe aussi à travers le monde, c'est dès qu'on a quelqu'un qui se trouve être criminel, on lui fait passer un examen cérébral et on essaye de voir si ces images sont ou non conformes à celles d'un sujet, entre guillemets, normal. Alors là, j'ai beaucoup de réserves sur ce genre de possibilités, mais d'un autre côté, c'est pas impossible de découvrir que quelqu'un qui a par exemple des troubles de la vie sociale très prononcés a par exemple une tumeur dans le lobe frontal. Donc si on découvre cette tumeur, il est évident que cette personne n'a pas totalement la responsabilité de ses actes. Vous voyez la complexité du problème. Voilà, je ne vais pas répondre très précisément sur la question posée. Je voulais juste souligner que c'est évidemment une question très importante. C'est aussi, plus concrètement, le cas de la toxicomanie, par exemple. Il est très évident qu'il y a à la fois des prédispositions génétiques et épigénétiques à la toxicomanie et que ce n'est certainement pas la meilleure manière de réadapter un toxicomane au monde extérieur que de le mettre en prison. Je pense, pour moi, que c'est même une erreur grave. Ce qui compte, c'est de lui offrir un traitement tout en l'empêchant, évidemment, dans la mesure du possible, de récidiver. Mais ça reste un problème très difficile car ces prises en charge individuelles aussi sont difficiles. Elles doivent être adaptées au cas particulier de chacun et ça soulève également des problèmes. Donc, je pense que la notion, et peut-être vous auriez... ce serait intéressant d'avoir une réflexion sur comment la société et quand doit-elle punir, en quelque sorte. Est-ce qu'elle doit punir ou traiter? Une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres... Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour. Il y a une question là-bas. Je ne sais pas. Là, allez-y, je ne vois pas qui... Ah, oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous avez expliqué comment, à travers un ensemble d'impressions, par les connexions entre les différents neurones, on arrivait à une impression d'ensemble. Mais comment arrive cette impression d'ensemble à la conscience? Par exemple, vous avez expliqué un ensemble d'impressions quand on entend à la fois, on voit quelque chose. Est-ce que comment l'impression d'ensemble finalement se forme? Y a-t-il des zones particulières ou Excellente question. Je n'ai pas traité de cet aspect-là des choses, mais si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous enverrai une revue qui est consacrée à ce sujet. C'est les étapes de l'accès à la conscience. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez dans le cerveau ce qu'on appelle les aires primaires, puis les aires secondaires, par exemple visuelles. Les aires primaires sont dans le cortex occipital. Puis, il y a des aires d'association secondaires qui se retrouvent aussi au niveau du cortex temporal. Et dans l'expérience que j'ai montrée tout à l'heure, il y avait des activations préfrontales et temporales.
Eh bien, jusqu'au niveau temporal, cette activation est non consciente, en quelque sorte. Et l'accès à l'espace conscient est accompagné de ce que Stanislas Dehaene et moi avons appelé une ignition. C'est-à-dire qu'il y a une activation d'un type particulier qui est associée à l'entrée de la représentation dans l'espace conscient. Donc il existe un signe électrophysiologique de l'accès à la conscience. Et ce signe électrophysiologique va se manifester essentiellement dans ce réseau dont j'ai parlé, d'interconnexion, principalement préfrontale. Mais encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai, si ça vous intéresse, et je suis content que ça vous préoccupe, je pourrais vous envoyer le document en question. changeux@nous.fr. NOOS. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous demander, est-ce que la neurobiologie introduit un déterminisme dans le comportement humain, ou est-ce que l'activité spontanée du cerveau, dont vous avez parlé, peut permettre de parler d'une certaine liberté humaine? Absolument. Voilà aussi une excellente question. C'est évidemment difficile de répondre par oui ou par non à la question du déterminisme, parce que certaines personnes considèrent que s'il y a détermination, il y a privation de la liberté dont vous avez juste parlé. Ce qui, pour moi, est évident, c'est que toute manifestation psychologique ou comportementale, quelle qu'elle soit, vient de l'intérieur de notre cerveau et est l'expression d'une activité cérébrale. Donc, à cet égard, il y a, en quelque sorte, une détermination de nos états mentaux par des activités cérébrales. Ces activités cérébrales elles-mêmes, évidemment dépendant de l'activité spontanée de notre cerveau et de l'interaction avec le monde extérieur et de toute l'empreinte culturelle épigénétique individuelle que chacun d'entre nous a et qui peut différer d'un individu à l'autre, bien entendu en fonction de l'environnement dans lequel il a été élevé. Donc il y a une certaine forme de détermination qui prend en compte l'histoire de l'individu et aussi les conditions dans lesquelles l'individu se trouve à un moment donné lorsqu'on lui demande de répondre à une question. Donc il y a détermination. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'il y a manque de liberté? Pour moi, non. Parce que, comme vous l'avez d'ailleurs suggéré dans votre question, il y a une variabilité déjà au niveau connexionnel que j'ai mentionné, mais aussi, bien entendu, au niveau de l'activité spontanée. Je l'ai illustré par l'effet des signaux de récompense sur le choix d'une représentation mentale. Vous voyez, dans ce modèle sur lequel j'étais très rapide, vous pouvez le trouver plus en détail dans un de mes livres, peu importe, cette variabilité fait que le sujet va avoir à prendre une décision. Et cette décision peut évidemment varier d'un individu à l'autre et peut être fonction du contexte. Et le contexte, il est aussi neuronal, bien entendu. Donc, je pense, pour ma part, que le fait d'avoir une détermination neurale ne signifie pas qu'il y ait absence de liberté. Je pense qu'au contraire, si vous définissez la liberté comme étant une capacité de choix, elle existe. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'en tant que chercheur, on doit se préoccuper des retombées de son travail? Notamment, vous avez pris l'exemple du mot « note » qui fait choisir aux personnes une certaine série plutôt qu'une autre. Est-ce que vous pensez que le chercheur doit se préoccuper des éventuelles retombées de son travail au niveau de la manipulation d'autres êtres humains? Là, vous abordez une des questions d'éthique les plus importantes soulevées par ces travaux. Et
je me suis trouvé dans des situations où un jour j'ai reçu chez moi des personnes qui m'ont dit on en revient chez le Premier ministre, etc. Je me dis bon, qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on va un jour être capable de lire à distance les pensées d'autrui, autrui étant visiblement un chef d'État, par exemple, et savoir comment on peut les manipuler et les faire changer ou évoluer. Donc la question a été posée, en fait c'était à la suite de la publication de l'homme neuronal. Donc vous voyez que c'est une question qui préoccupe à la fois le monde du travail, mais aussi, bien entendu, le monde politique. Il est évident qu'il y a déjà des quantités de méthodes. On parlait en déjeuner du neuromarketing, entre guillemets, qui pour ma part me pose beaucoup de problèmes, où on peut justement utiliser les capacités du cerveau que nous connaissons du cerveau pour, en quelque sorte, biaiser le jugement qu'une personne peut avoir. Je vous ai parlé de l'amorçage non conscient, recevoir un mot non consciemment pour le sujet, et néanmoins décider d'un choix qui est biaisé par ce signal non conscient. C'est ce qu'on appelle des signaux subliminaires, c'est connu depuis très longtemps. Ils sont effectivement parfois utilisés, mais ils sont évidemment officiellement interdits. C'est-à-dire que dans une image de publicité, on ne peut pas utiliser délibérément des images subliminaires pour conditionner le choix d'autrui. Mais il est évident que c'est un des aspects, à mon avis, les plus lourdes conséquences du travail qui est en cours. On n'en est pas à lire les pensées d'autrui, loin de là, mais vous avez vu vous-même, sur un des clichés que j'ai montré, que la représentation d'une chaise ou d'un visage peut être identifiée dans le cerveau par imagerie cérébrale d'un sujet. Donc, on n'y arrive pas en ce moment, mais enfin, savoir ce que quelqu'un pense à un moment donné peut être abordé dans une certaine mesure pour un même individu par ces méthodes d'enregistrement. Donc il y a non seulement possibilité d'aborder la pensée d'autrui, mais aussi, bien entendu, de la manipuler. Donc je pense que vous-même, qui vous préparez à un avenir dans l'entreprise, vous avez à prendre ça en considération, et je pense que c'est un des aspects éthiques qui va se poser dans votre profession. Oui, 2 personnes. Ici, à gauche, enfin à votre droite. Ah, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Il me semble que l'homme utilise une partie assez faible des capacités de son cerveau. Je ne sais pas si c'est entre 5 et 10%, je ne sais pas exactement, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer si celui-ci venait à utiliser finalement les 100% des facultés de son cerveau? Qu'est-ce qui serait possible? Bon, écoutez, cette question m'a été souvent posée. Pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est une question qui, si on réfléchit 30 secondes, ne correspond pas à une description de la réalité. Parce que c'est un fait, et fort heureusement, qu'à un instant donné, nous n'utilisons pas toutes les cellules qui interviennent dans l'activité de notre cerveau. Heureusement, autrement, on aurait une crise d'épilepsie. Parce qu'une crise d'épilepsie, ça correspond exactement à ça, c'est à l'embrasement de l'ensemble du cortex cérébral. Et vous voyez les conséquences graves que ça peut avoir. Donc, fort heureusement, à un instant donné, nous n'utilisons pas toutes les cellules de notre cerveau en même temps et de manière synchrone. Mais évidemment, ce qui importe, c'est la réactivité
de notre cerveau à des situations nouvelles et imprévues. Et à cet égard, nous avons un cerveau qui est particulièrement bien construit pour ça. Et non seulement pour réagir dans des situations de nouveauté, mais également pour anticiper des situations imprévues. Il y a non seulement la réaction, mais l'anticipation. Et à cet égard, l'espace conscient dont j'ai parlé est évidemment très important pour anticiper. Donc, fort heureusement, encore une fois, nous n'utilisons pas tous nos neurones au même moment, mais nous les utilisons, j'espère, de manière appropriée à un instant donné. Oui, il y a une question là-bas. Oui. Allez-y. Moi, j'avais une question à vous poser qui concernait plus un sujet... Je vous entends pas très bien. Pardon, je rapproche le micro. Vous m'entendez là ? Vous m'entendez pas ? Là, vous m'entendez ? Un peu mieux, oui. Oui, bon. Moi, c'était une question qui concernait plus un sujet de recherche qu'on a actuellement, qui concernait tout particulièrement la relation entre l'employeur et l'employé. Et Ouais. je voulais savoir s'il y avait des facteurs physiologiques et portant à proprement parler sur le cerveau qui permettaient de déterminer à partir de quel moment la pression exercée par un manager sur son employé, une pression psychologique qui peut passer pour un atout et quelque chose de positif, une motivation peut devenir quelque chose de traumatisant, de devenir un facteur inhibant et au final être quelque chose de négatif du point de vue de la performance. Là, vous posez une question extrêmement importante, qui est une question pratique, d'actualité. Nous avons vu tous les désastres qui ont existé dans certaines entreprises à la suite d'abus d'autorité et de perturbations du personnel et de conditions de vie de ce personnel. Je pense que les réflexions que je vous ai très, très brièvement esquissées, malheureusement, et trop brièvement, vous montrent à quel point, d'abord, notre cerveau est imprégné d'un mode de vie qui est celui de l'enfant, puis de l'adolescent, de l'adulte, du jeune adulte, et que tout cet environnement va organiser, en quelque sorte, son cerveau pour vivre dans des conditions qui correspondent à celles, en quelque sorte, d'un développement qui peut être, quand même, dans beaucoup des cas, harmonieux. Et un changement brutal des conditions de travail, ce qui s'est passé par le passé, peut totalement désorganiser le comportement d'un individu. Donc, je pense que un chef d'entreprise qui ne prend pas en compte les adaptations souvent irréversibles de notre cerveau à l'environnement dans lequel nous avons vécu, ce chef d'entreprise va détruire son entreprise. Parce que les personnels n'arriveront pas subitement à s'adapter à de nouvelles conditions de travail. Je crois que s'il y a vraiment une réflexion importante dans ce que j'ai pu vous raconter, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une constitution génétique, à la fois, il y a toutes les traces épigénétiques, et il y a la canalisation d'un certain nombre de fonctions qui, d'ailleurs, varient avec l'âge, parce que je pense que c'est aussi un point très important à prendre en considération, et qui font que il est, pour certaines personnes, d'autres c'est différent, mais pour certaines personnes, disons la majorité, très difficile de s'adapter à de nouvelles conditions de vie dans des délais très rapprochés. Alors il y a évidemment des possibilités de transition, de prise en charge, de réorientation possible vers d'autres univers, mais tout ça va être déterminé par
l'organisation de notre cerveau est ce qu'on appelait la plasticité cérébrale, qui n'est pas instantanée. C'est comme si vous voulez demander à un sujet d'apprendre le chinois en 2 mois, même si vous lui donnez un dictionnaire chinois, franco-chinois, extrêmement facile à consulter, etc., il ne va pas apprendre le chinois en 2 mois. C'est pareil pour les conditions de vie dans une entreprise, je pense. Donc, il faut être très attentif à ça. Et ce qui ne veut pas dire que les personnes qui vont changer d'activité sont nécessairement, je dirais, perdues pour l'entreprise, mais il faut certainement y mettre le doigté, il faut y mettre le temps, et aussi, je dirais, les conditions relationnelles appropriées qui permettent de faire en sorte que cette évolution se fasse d'une manière harmonieuse et équilibrée pour le sujet, qu'il y voit en quelque sorte un progrès plutôt qu'une déchéance. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez dit que quand on est confronté au monde extérieur, etc., il y a des nouvelles connexions qui se forment entre les neurones. Et je voulais savoir s'il y a un nombre maximum de connexions. Est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de connexions possibles, il y en a trop eu? Bon, d'abord, il y a une évolution de la connectivité au cours du développement. Et il est évident que lorsque le sujet devient adulte, cette connectivité va rester plus ou moins stable. Il va y avoir des possibilités de plasticité qui se conservent, bien entendu. On peut effectivement apprendre le chinois, fort heureusement, en étant adulte, mais il faut prendre le temps pour le faire. Et donc il y a des possibilités de réadaptation, bien entendu. Et j'ai même fait une théorie il y a très longtemps avec un physicien qui voyait le cerveau comme un palimpseste. C'est-à-dire que au fur et à mesure que l'on... Vous savez ce que c'est que les palimpsestes? C'est-à-dire ce sont des manuscrits sur lesquels les moines qui écrivaient des textes effaçaient le texte précédent pour écrire le suivant. Mais on voit encore la trace des textes précédents qui étaient écrits à la plume et qui avaient laissé leur trace. D'où l'idée que lorsque de nouvelles informations arrivent, elles chassent les plus anciennes. Ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, je tiens à vous le dire, mais que peut-être dans l'espace de travail conscient, à une certaine forme de vérité, c'est que le plus récent a tendance à effacer le plus ancien. Donc il est possible qu'il existe des possibilités d'adaptation. Enfin, moi je sais que j'ai fait mes études en biologie, et entre autres, j'ai fait beaucoup de botanique et de biologie marine quand j'avais 18 ou 19 ans. Je connaissais, je crois, 2000 noms de plantes. Si j'en connais 3 aujourd'hui, je serais heureux, oui. Une dizaine peut-être. Donc vous voyez qu'il y a des connaissances passées qui, évidemment, s'effacent. Et heureusement, j'ai quand même acquis d'autres choses depuis cette époque-là. Donc chacun a fait cette expérience et il est possible... Mais de se réadapter, de réacquérir, je pense que c'est ce qui constitue ce que j'ai appelé tout à l'heure la plasticité cérébrale au niveau synaptique et au niveau neuronal. Donc, évidemment, l'organisation de notre cerveau est limitée. Il faut accepter cette idée-là. Et qu'on a des limites de mémoire, on a des limites d'accès à la conscience. Je vous ai montré ces temps relativement lents. Il y a des limites à l'information que notre cerveau peut traiter pendant un espace de temps particulier. Donc tout ça fait que, je pense, que le chef d'entreprise doit avoir en tête l'idée que les capacités cérébrales des personnes qu'il a sous son autorité et les siennes sont soumises à des limites.
Bonjour. Oui. Je suis navré, là, il y avait plusieurs questions. Non, mais c'est pas trop long. Voilà. Je peux poser une dernière question? La dernière question. Oui, ici. C'est pour savoir si on a réussi à établir une corrélation entre... Je ne vois pas. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a réussi à établir une corrélation entre la langue maternelle qu'on parle, les connexions synaptiques qu'elle suppose et une certaine facilité pour des disciplines telles que les maths ou la littérature? Enfin, est-ce que quelqu'un qui parlerait chinois, espagnol ou japonais serait plus habile pour certaines disciplines? Je n'ai pas de réponse à cette question. Ce qui est en tout cas certain, c'est que l'acquisition d'une part du langage parlé et d'autre part de l'écriture surtout ont un rôle très important dans l'organisation d'ensemble du cerveau. Il n'est pas impossible que certaines langues prédisposent, j'en suis pas du tout convaincu moi-même, mais c'est pas impossible qu'il y ait un petit rôle, mais certainement pas fondamental. Mais ce qui est certain, c'est que l'acquisition de la lecture et tout ce que cela ouvre comme connaissance à l'enfant, qui peut acquérir par la lecture, va entraîner des changements très importants dans son comportement et sa conduite. Et je crois que le combat contre l'illettrisme, je pense, c'est un combat extrêmement important dans les sociétés actuelles. Voilà, c'est une bonne conclusion, là. Mon discours sur votre ordinateur, c'est dommage. Alors, merci, professeur Changeux. En tant que doyen de la faculté de la recherche de l'HEC, il me revient à la fois l'honneur et le plaisir de vous décerner, de vous conférer le titre de professeur honoris causa d'HEC. Et je dois dire que votre conférence me remplit de plaisir à l'idée d'accomplir ce geste ou cette fonction pour trois raisons. La première raison, c'est que j'ai été passionné par ce que vous nous avez appris. Vous avez vu mon état de conscience, j'étais au premier rang. Je n'ose pas dire qu'il a été de 100%, mais je crois que la durée de veille intensive ne saurait être supérieure à 1 heure. Mais enfin, je ne me suis pas endormi. Et même, j'ai appris énormément de choses qui m'ont beaucoup intéressé, que je ne soupçonnais pas. Et je vais rentrer chez moi et pouvoir me vanter devant mes enfants de toutes sortes de choses qu'ils ne savent pas encore. La deuxième raison, c'est que, vous le savez sans doute, mais les étudiants ne le savent sans doute pas, ils doivent se demander ce que c'est qu'un doyen et s'imaginer que je suis le plus vieux des profs d'HEC. Alors je ne sortirai pas ma carte d'identité, Bernard Ramalantsou ne donnera pas mon âge publiquement, mais je suis loin d'être le plus vieux. Mais par contre, j'ai été élu par mes pairs pour gérer le développement du corps professoral à moyen et long terme. Et ça veut dire en particulier faire des recrutements, aider au développement des collègues. Et je crois que j'ai trouvé en vous le prototype des collègues que je souhaite recruter, promouvoir, aider à se développer. J'espère que tous les collègues avec qui j'aurai affaire seront un jour les Jean-Pierre Changeux du management dans quelques années. Et pourquoi? Parce que je crois que vos réalisations en matière de recherche sont absolument incontestables. J'ai bien peur que quand j'annonce à mes collègues qu'à moins de 600 publications académiques, ils n'auront pas de poste permanent à HEC, certains ne votent pas pour moi lors de la prochaine élection. Mais en tout cas, j'ai compris quel était l'objectif à poursuivre. Et par ailleurs, à côté de ces publications, de ce travail de recherche de la plus haute qualité, je crois que vous avez fait preuve aujourd'hui de qualité pédagogique tout à fait hors pair. J'ai été très impressionné.
Et je voudrais attirer l'attention des étudiants sur le fait que vous avez utilisé des transparents de façon extrêmement utile, bien ciblée, mais qu'il y avait des mots en anglais sur ces transparents. Je dis ça parce que, voilà, je dis ça parce que certains de nos étudiants parfois se plaignent du fait que des enseignants, des professeurs, des collègues fassent cours en français en utilisant des transparents qui sont en anglais. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'anglais est ma langue maternelle, donc j'en parle tranquillement, mais l'anglais est devenu la langue internationale de la recherche, du monde académique, et donc il est difficile de faire autrement. La troisième raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de vous décerner ce titre de docteur honoris causa, c'est que je crois que la préoccupation éthique est apparue de façon évidente dans tout votre propos. Et la plupart des gens qui sont dans cette salle ne seront peut-être pas des chercheurs, mais en tant que managers, en tant qu'acteurs de la vie économique et sociale, j'espère qu'ils auront trouvé dans l'exemple que vous leur donnez ce rappel que l'éthique est partout. Elle surgit à tout moment dans les décisions que font des managers, et certaines des questions qui ont été posées vont dans ce sens. Je crois que les questions d'éthique sont des questions absolument essentielles, quelle que soit la discipline ou le domaine de spécialité que l'on se choisit. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc à nouveau, je voudrais vous remercier infiniment pour cette conférence passionnante et pour l'honneur que vous nous faites en acceptant ce titre de docteur honoris causa d'HEC. Merci beaucoup. C'est presque un bâton de maréchal, mais pas tout à fait. Et apparemment une médaille. Merci beaucoup. Bravo, merci. Le doyen remet des diplômes, une médaille. Moi, je remets quelque chose d'un tantinet plus matériel, mais à connotation intellectuelle, un stylo pour que vous continuiez à écrire. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, ça me touche beaucoup. Please visit us at www.agc.edu.